Bienvenue dans le projet professionnel, je suis Jean-Marie Vinclair, je vous accompagnerai à travers cette série de vidéos. Cette série de vidéos va porter autour de la rédaction du CV. Nous avions vu la dernière fois quels sont les préliminaires, c'est-à-dire quelles sont les généralités, quelles sont les réflexions avant de remplir votre CV. Nous allons passer aujourd'hui au côté pratique, c'est-à-dire comment remplir son formulaire, comment renseigner les différentes rubriques du formulaire. Là aussi, il y a à la fois un côté pratique, il y a un côté stratégie et il y a des conseils, bien entendu, de bon sens, à vous d'adapter, mais là aussi, le bon sens, c'est quand même ce qui vous permet d'éviter la plupart des écueils. Notre outil de travail est toujours le même, c'est-à-dire Europass. Voici le site Europass où vous pourrez créer votre CV Europass, dont vous allez renseigner les rubriques, et ce sont précisément ces rubriques-là que nous allons passer en revue aujourd'hui ensemble. Donc, renseigner le CV, c'est vrai qu'il y a en ligne énormément de modèles différents et variés. Je vous propose le modèle Europass, également parce qu'il est reconnu, mais également parce qu'il est assez simple à renseigner, assez simple à utiliser. Vous pouvez télécharger le formulaire Europass en tant que tel. Donc vous pouvez déjà regarder les différentes rubriques à renseigner. Et vous avez bien entendu le guide Europass qui va vous permettre de réfléchir un peu plus. Juste une remarque, vous voyez sur le formulaire des inscriptions en rouge. Ces inscriptions en rouge ne s'affichent pas, ce sont des conseils de rédaction et nous allons aujourd'hui regarder les différents conseils de rédaction. Vous voyez qu'un CV se présente selon une apparence codifiée. Nous allons parler de la photo juste après. Il y a des rubriques, identité, profil. Ensuite, il y a profil du poste. Ensuite, il y a expérience, il y a formation et il y a compétences. Ces rubriques-là doivent apparaître telles quelles. Toujours la même chose. Votre recruteur dispose d'une minute pour comprendre. Nous allons suivre ces différentes rubriques et nous allons regarder les conseils de base. Les informations personnelles, évidemment, sont importantes puisque vous allez postuler en votre nom. Également, il faut que l'on puisse vous rappeler, il faut que l'on puisse vous contacter. Je commence donc le nom, le prénom. Aussi, évident, mais il faut le mettre. Toujours le prénom d'usage. Si vous avez plusieurs prénoms, ce n'est peut-être pas la peine de mettre tous les prénoms d'état civil. Le prénom qui compte, c'est le prénom d'état, le prénom d'usage. La photo. Alors, la photo, nous sommes dans des discussions à la fois politiques, philosophiques, éthiques. La règle veut que le CV soit normalement anonyme, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de photo. La pratique, tout simplement, le but est d'éviter la discrimination. Alors, dans certains pays, on va jusqu'à ne pas mettre le nom, puisque le nom peut indiquer une origine ethnique, qui elle-même peut être source de discrimination, de même que le prénom peut être source de discrimination. Donc il y a des pays qui pratiquent des CV anonymes et sans photo. Pourquoi pas? Mon expérience en France, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que la plupart des CV sont avec nom et prénom. Et l'autre chose, c'est que la plupart des CV sont avec photo. Si vous ne mettez pas de photo, on ne peut pas refuser votre candidature pour autant, mais vous ne donnez pas une information sur vous-même. Alors la photo, bien entendu, doit être neutre, c'est-à-dire ce n'est pas une photo privée, c'est une photo d'identité, c'est une photo qui certes doit transmettre votre façon d'être, mais ce n'est pas une photo personnelle. Donc pas de cadre personnel, pas d'attitude trop personnelle, pas de vêtements trop personnels, quelque chose qui relève de l'identité, j'allais dire surtout quelque chose qui relève de l'image. Personnellement, je conseille aux gens de mettre des photos, et personnellement, je conseille également aux personnes aux origines ethniques différentes de mettre la photo. De toute façon, à l'entretien de recrutement, on vous verra. Donc là aussi, personnellement, je conseille de mettre la photo. Je rappelle que la loi n'oblige pas à mettre la photo, et je rappelle également qu'il est parfaitement interdit de discriminer une personne
sur son origine ethnique, sur sa religion et sur son apparence physique. Ici, nous sommes hors la loi, donc là aussi, sachez que la loi existe. À vous de faire au mieux. L'adresse doit être fonctionnelle, c'est-à-dire si vous donnez une adresse, débrouillez-vous pour, si on vous écrit, récupérer le courrier. Souvent c'est le problème des étudiants qui postulent et qui donnent l'adresse de la cité universitaire, s'ils reçoivent un courrier l'été, ils n'y ont pas. Le téléphone doit évidemment figurer et doit figurer de manière claire, ne donnez pas tous les chiffres bloqués ensemble parce qu'on ne s'en sort pas. Si vous écrivez à l'étranger, donnez bien les préfixes. L'adresse mail. Alors l'adresse mail est essentielle, ça veut dire qu'il faut que vous consultiez régulièrement cette adresse mail, puisque par définition, on va vous écrire. Je vous donne un conseil, créez une adresse mail professionnelle. Les comptes du style Gmail, par exemple, vous permettent de faire plusieurs comptes. Donc vous faites le compte numéro 1, qui est le compte professionnel, et vous saurez que sur ce compte, vous n'avez que des courriers professionnels. Le 2 va être privé, etc. Une adresse mail doit être neutre et professionnelle. Pas de pseudo, pas de familiarité, pas de vie personnelle. Nom, prénom, point barre. Pas de signe distinctif, pas d'originalité, là aussi. Créez une adresse dont le but n'est pas d'être utilisée par vous, dans vos relations, etc., dont le but est d'être votre adresse professionnelle. Créez toutes les adresses perso que vous voulez. Les sites, personnellement, je déconseille, sauf si le site apporte quelque chose. Attention, parce que dans un site, si vous avez un site, il peut y avoir des informations personnelles, il peut y avoir des informations qui vous desservent. Personnellement, je ne le mettrai pas. Donc, adresse, téléphone utilisable et email parfaitement fonctionnel. Le fait de donner la date de naissance, le fait de donner la nationalité est évidemment facultatif, puisqu'on ne peut pas discriminer. Personnellement, je conseille de le donner. Je conseille de le donner, puisque de toute façon, il y a un moment où on vous posera la question. Donc là également, à vous de voir pour la stratégie, à vous de faire au mieux. Tout CV s'adresse soit à une réponse de recherche d'emploi, soit à une recherche. Si vous répondez à une offre, vous mettez un titre avec la référence de l'offre. Ça permettra au recruteur de mettre ça dans la bonne chemise. Si vous recherchez un stage, eh bien vous mettez bien recherche de stage et vous mettez bien le domaine, de façon à ce que l'entreprise reçoive votre demande et le transmette au recruteur chargé du domaine en question. Si vous avez un métier, alors cette fois-ci ce sont les CV professionnels de personnes en activité, si vous avez un métier, vous indiquez bien entendu quel est votre métier. La plupart du temps, pour des étudiants, ça va être une recherche de stage ou une recherche de formation. Donc vous indiquez bien quel est l'objet de votre recherche et quel est le domaine dans lequel vous recherchez, de façon à ce que l'on puisse ensuite orienter votre CV au bon recruteur. L'expérience professionnelle. Normalement, on commence par l'expérience professionnelle. Alors je rajoute immédiatement que dans les cas des étudiants, vous avez davantage d'expérience de formation que d'expérience professionnelle, donc vous allez commencer par la formation. Pour les personnes en activité, vous n'allez pas commencer par les diplômes, vous allez commencer par les activités. Alors, les expériences professionnelles, première règle, le plus récent est le plus important. Si vous avez travaillé dans quelque chose il y a 10 ans, il y a 15 ans, c'est intéressant, mais en 10 ans, 15 ans, le métier a sans doute bougé. Si vous avez fait quelque chose il y a 6 mois et 1 an, ça veut dire que vous étiez dans la réalité professionnelle. Il y a 6 mois et 1 an, ça intéresse le recruteur. Ensuite, les expériences professionnelles doivent être en relation avec le poste que vous recherchez ou la formation que vous recherchez. Donc il y aura des expériences professionnelles que vous allez mettre en avant, il y aura des expériences professionnelles que vous allez simplement lister, histoire de dire, ou alors que vous n'allez pas lister du tout, si ça ne correspond absolument pas au profil. Donc là également, lorsque vous indiquez une expérience professionnelle, il ne suffit pas d'indiquer stage, il faut le lieu, il faut la durée, il faut la nature de l'emploi. Le recruteur peut vérifier, mais surtout le recruteur va vérifier combien de temps vous avez travaillé
et quelles sont les tâches que vous avez effectuées. Donc même s'il ne vérifie pas, il va avoir une idée concrète de votre expérience professionnelle. Donc là aussi, c'est ce que je vous avais dit dans la première vidéo, il faut illustrer, il faut quantifier, il faut parler en termes de tâches, de compétences, d'expérience. Une expérience comme stage dans une entreprise, c'est beaucoup trop vague. Si vous avez véritablement une compétence professionnelle, vous indiquez la compétence professionnelle, les diplômes, etc. Dans le cas des étudiants, ce n'est pas cette forme d'habitude, d'expérience professionnelle que nous avons. Dans le cas des étudiants, éducation et formation, ça va être la première rubrique. Pareil, commencez par la formation la plus récente, qui est la formation en cours. N'oubliez jamais l'année en cours, très important. Donnez également les formations précédentes, évitez les cycles. Également, lorsque vous avez un diplôme obtenu, donnez bien les matières principales. Langue étrangère appliquée, votre recruteur ne sait pas. Alors peut-être qu'il sait, mais peut-être qu'il ne sait pas. Il croit peut-être que c'est de la linguistique. Donc vous les mettez allemand, anglais, espagnol, marketing, management, ressources humaines, etc. Pensez à définir le contenu des formations de façon à ce que votre recruteur puisse comprendre. Toujours la même chose, une formation a été obtenue une année précise, elle a été obtenue à un endroit précis, vous le citez, et vous le citez explicitement. Rubrique suivante, les compétences. Alors, nous allons parler des compétences dans la vidéo qui va suivre, où nous allons nous interroger sur la notion de compétence et sur la façon dont s'articulent les compétences. Alors, au sein des compétences, de toute façon, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Alors, il y a des compétences que l'on est obligé de mettre, c'est par exemple la langue. Alors là, c'est pareil, ne mentez pas. Bilingue anglais, ça veut vraiment dire que vous êtes anglophone. De toute façon, à l'entretien, on vérifiera, et de toute façon, si vous mettez bilingue anglais et que votre collègue de bureau est irlandais, il va très vite savoir si vous êtes bilingue ou pas. De même, dans les langues, je vous conseille de différencier, là aussi c'est Europass qui propose ça, selon les compétences, et de donner le niveau de référence qui va de A à C. Le conseil basique, c'est de passer des certifications de langue. À l'université, on passe le CLES, CLES 1, CLES 2. Il existe le TOEIC, le TOEFL, etc., qui sont faits par des instituts de langue. L'avantage d'une certification, c'est que c'est un document authentique, un document objectif que vous allez pouvoir montrer. Donc, si vous pouvez le faire, passez des certifications, cela vaut diplôme, cela vaut compétences. Les compétences, pareil, n'inventez pas. Il ne sert à rien de s'attribuer des compétences que vous n'avez pas. Pour cela, également, précisez à chaque fois dans quel contexte elles ont été acquises. C'est-à-dire que vous avez une compétence en logistique parce que vous avez travaillé au service logistique de telle entreprise, de A, et vous étiez en charge des relations entre le port du Havre et, je ne sais pas, l'Afrique. Pareil, cela montrera dans quel contexte vous avez acquis les compétences. Pareil, évitez le jargon, évitez les clichés. Tout le monde est battant, tout le monde est dynamique, tout le monde est ouvert. Certes, nous allons réfléchir à la façon de présenter les compétences et nous allons réfléchir ensuite à la façon de déterminer les compétences en fonction avec une stratégie. Les compétences ici sont des compétences, n'oubliez pas ça, professionnelles. Nous allons avoir d'autres compétences qui sont cette fois-ci des compétences personnelles. Nous allons voir dans la vidéo qui va suivre que ce qui va suivre ici, ça ne va pas être le savoir-faire, mais le savoir-être. Ces autres compétences posent problème et en même temps elles ne posent pas problème. C'est-à-dire elles posent problème puisque là nous sommes dans le domaine de la vie privée. Nous sommes dans le domaine de la vie privée et d'une certaine façon, l'employeur n'a pas à savoir ce que vous faites. Le respect de la vie privée est de toute façon indispensable. Je précise qu'un employeur n'a pas le droit de connaître vos opinions politiques, vos opinions religieuses, ni même votre situation familiale, même si, bien entendu, il va vous le demander.
Donc, les autres compétences vont définir le savoir-être, c'est-à-dire la personne que vous êtes. Le recruteur va essayer d'utiliser ces compétences pour voir votre profil. Alors là aussi, faites très attention, soyez cohérent. Si vous indiquez que vous faites du marathon et que vous êtes en surpoids, d'après la photo, ça va être bizarre. Donc, soyez cohérent. Après, n'hésitez pas. C'est-à-dire, si vous faites de l'alpinisme, sous la montre que vous avez précisément la faculté d'affronter les problèmes, la faculté de vous dépasser, la faculté de maîtriser le risque, etc. Pourquoi pas? Si vous faites une activité de sport collectif, ça veut dire que vous pouvez vous intégrer dans une équipe. Si vous avez une activité associative, ça veut dire que vous êtes ouvert aux autres. Donc là également, ces compétences-là doivent à la fois montrer votre personnalité, puisqu'il faut qu'on ait envie de vous recruter, comme par hasard cette personnalité correspondant au poste, bien sûr. Il faut aussi que ces autres compétences donnent une image de vous. C'est-à-dire, alors cette image est bien entendu fabriquée. Je dis toujours que le CV c'est une histoire. Racontez une histoire à votre recruteur. Si votre recruteur a envie d'en savoir davantage sur votre histoire, il va vous faire passer l'entretien de recrutement. Et c'est à ça que servent les autres compétences. De toute façon, dites-vous bien que la formation, ça va être la même pour tout le monde, toutes les candidatures. Les expériences, il y aura peut-être quelques dossiers qui vont sortir du lot, mais sinon, vous serez tous à niveau égal. Puisque si, par exemple, vous êtes tous des étudiants, les étudiants, par définition, vous avez juste fait des stages, vous n'avez pas exercé durant des années dans des entreprises. Donc là aussi, vous serez égal. En revanche, vos autres compétences vont vous permettre de sortir du lot, de donner votre profil. Le recruteur doit avoir envie de vous recruter, sous-entendu, doit avoir envie de travailler avec vous. N'oubliez pas ça. Donnez-lui envie de discuter avec vous, donnez-lui envie de travailler avec vous. Permis de conduire, vous l'indiquez même si ce n'est pas nécessaire. Dans le pire des cas, vous mettez permis de conduire en cours, tout simplement parce qu'il peut arriver que dans certains cas, on ait besoin de conduire la voiture de fonction, la voiture de service, il faut le mettre. Si vous avez des compétences annexes du style brevet de secourisme, etc., indiquez-le. Vous ne savez pas, ça peut être utile pour l'emploi, on ne sait jamais. On a besoin de secouristes au sein des entreprises. Et ça donne également un profil, ça donne une valeur ajoutée à votre candidature. Voici les rubriques. À vous de choisir, à vous d'adapter. Je termine par une réflexion générale sur la compétence, que nous allons approfondir dans la vidéo suivante. Une compétence, c'est pas statique. C'est-à-dire qu'une compétence, c'est composé de plusieurs choses. Une compétence, c'est un savoir. Et votre CV doit montrer ce que vous savez. Accessoirement, c'est ce qu'on voit d'habitude dans l'éducation et dans la formation. Votre compétence, c'est aussi un savoir-faire. Votre savoir-faire, c'est ce que vous avez appris à faire, soit au cours de votre formation, soit par les expériences, exemple les stages. Ces savoir-faire peuvent être professionnels. À ce moment-là, ce sont des savoir-faire méthodologiques. Vous connaissez des processus. Vous connaissez des processus, vous connaissez des façons de faire, et à ce moment-là, tout cela relève du côté pratique. Dernière chose de ces compétences, c'est vous-même, c'est le savoir-être. Vous êtes vous-même. C'est-à-dire que lorsqu'on va vous mettre en dynamique, lorsqu'on va vous mettre en situation, toutes ces compétences, ou ces parties de compétences, vont être articulées les unes avec les autres. Tout va dépendre, une grande partie va dépendre de votre savoir-être. C'est-à-dire comment vous allez réagir face aux tâches, face à l'organisation, face aux problèmes, face au fait de travailler à plusieurs, etc. Donc, les compétences, c'est un ensemble. Tous ces éléments-là doivent apparaître dans les différentes rubriques de CV, de façon à ce que votre recruteur puisse se donner une idée de cette image-là. Votre profil individuel n'est pas uniquement constitué de votre savoir. Alors là, il faut être très prudent puisque les étudiants très souvent pensent que ce qui est essentiel pour un CV c'est le savoir, c'est vrai que c'est important.
Il y a le savoir-faire, il y a le savoir-être. Il y a aussi le contexte, c'est-à-dire que la combinaison savoir, savoir-faire, savoir-être, suivant le contexte, elle va être intéressante pour l'entreprise, comme elle va être moins intéressante pour l'entreprise. Je précise que le savoir et le contexte interfèrent, le savoir-être et le contexte interfèrent, le savoir-faire et le contexte interfèrent. Bien entendu, tout cela, il faut se l'imaginer de manière dynamique. Également, il faut se dire que votre compétence va évoluer chaque année en fonction de vos expériences, également en fonction de votre expérience personnelle et de votre évolution personnelle. Voici, à partir de maintenant, il ne vous reste plus qu'à renseigner le formulaire, vérifier le formulaire comme nous l'avions vu dans la première séance et envoyer le formulaire. Je vous souhaite de passer cette première étape et je vous souhaite de vous retrouver à l'entretien de recrutement. Merci d'avoir suivi et à la prochaine fois.